Allez, c'est parti pour notre grand débat du vendredi sur Boursorama et en compagnie de Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour. Et également Mathieu Plane pour l'OFCE. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur adjoint du département analysé et prévision. Évidemment, cette semaine, de quoi est-ce qu'on a parlé? Notamment ce plan logement qui a été présenté par le gouvernement, par le ministre Mézard. Et cette question, parce que c'est la seule qui compte et on se la pose depuis longtemps, est-ce qu'enfin dans ce pays, on va construire plus? Est-ce qu'on va construire pour moins cher? Messieurs, que vous inspire ce choc d'offres? On nous avait promis un choc d'offres pour le logement en France. Est-ce un plan global? Est-ce un plan cohérent? Qui est-ce qui se lance? C'est un ensemble de mesures qui vont dans le bon sens, mais ce n'est pas une révolution. Des mesures qui vont dans le bon sens, ce n'est pas une révolution. C'est le commentaire qu'on entend d'ailleurs globalement. Ouais, moi je pense que même, je serais un peu plus dur que ça. C'est-à-dire que je pense que c'est surtout on va dire un plan qui vise à envelopper finalement les économies budgétaires qui vont être réalisées. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est effectivement certaines coupes budgétaires qui risquent de faire mal. C'est ça que vous retenez? C'est-à-dire que cette volonté finalement de faire des économies sur notamment le logement social, c'est ça? Encore plus que... Pour moi, le gros point est là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y aura effectivement la réduction des APL de 5 € dans le parc privé, mais surtout, c'est toute l'idée de la réduction des APL dans les logements sociaux, et sachant que ça va être les bailleurs sociaux qui vont devoir le financer. Donc on a 1,5 milliard qui vont pénaliser l'investissement. Mais c'est pas avec ça qu'on va construire plus et qu'on va et donc construire voilà, moins cher. donc il y a bien quelqu'un qui doit payer au bout du compte. Est-ce que c'est les locataires? Est-ce que c'est les constructeurs et les bailleurs sociaux? On voit qu'effectivement on est dans une logique et une mécanique quand même d'ajustement budgétaire. Donc on voit que les opérations qui sont faites pour libérer du foncier à côté ne vont pas compenser, à mon avis. Donc c'est de la com finalement. On nous vend quelque part, on nous vend un plan logement pour construire moins cher et plus. Et au final, ce que vous retenez vous, c'est qu'il fallait faire 2 milliards d'euros d'économies. On a tapé sur le logement social. Globalement, voilà, on est surtout dans une logique pour moi budgétaire, même s'il y a effectivement la volonté de libérer du foncier, notamment. On en parlera. Mais il n'y a pas une vraie réforme de la fiscalité immobilière, je trouve, là-dessus. Et donc, et puis il y a un problème de timing. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de timing entre mettre en place des nouveaux systèmes qui permettent de libérer du foncier, de construire des logements, effectivement les économies qui sont demandées et qui risquent de peser sur notamment la construction à la fois de logements sociaux et puis qui risquent de pénaliser les ménages les plus en difficulté. Le débat peut enfin commencer, Christian. Oui, je ne suis pas d'accord. Ah, enfin Bon, on y va. Bon, il y a bien un objectif de réduction de la charge globale de dépenses par rapport à ce qui est observé en France, 40 milliards d'euros de dépenses pour 4 millions de mal logés, comme effectivement ça peut être dit, c'est exact. Donc je pense que c'est une bonne idée de réduire significativement. À peu près dans les pays comparables, on a des budgets de l'ordre de 20 milliards, donc on dépense en gros 2 fois plus pour des politiques qui ne sont pas efficaces. Donc de ce point de vue, qu'on réalise des économies, c'est pas le sujet grave. Pour Mathieu Plane, ça allait un peu. Si, mais surtout que je suis pas d'accord sur les chiffres. Voilà, mais mais ça lui répond. On va débattre. Chacun son mais donc, en revanche, je retiens qu'il y a. J'ai dit un ensemble de petites mesures qui vont dans le bon sens, mais pas une révolution. Alors, les mesures vont dans le bon sens. Je pense qu'il faut faire des économies. Alors, peut-être qu'ils ne font pas des économies de la façon la plus à droite possible, mais en tout cas, ils cherchent à faire des économies et c'est nécessaire. Deuxièmement, il y a un choc d'offres qui mettra du temps à se débloquer, mais il y avait un vrai choc d'offres. En tout cas, avec une compréhension de ce que le problème du logement en France est un problème dans les zones tendues. Ça n'a pas de sens de construire des HLM dans les zones en voie de désertification. Il faut construire des HLM et surtout, et ça c'est le point qui manque, c'est pour ça que ce n'est pas une révolution, il n'y a pas dans ce programme un mouvement général pour construire des logements intermédiaires. Ce qu'on ne comprend pas en France, c'est que malgré tout, on a beaucoup construit depuis 100 ans en faveur du logement à loyer modéré. Et on a de l'autre côté un marché libre qui est très cher. Les classes moyennes sont complètement laissées pour compte. Pour donner des chiffres précis, si vous êtes dans le mouvement HLM,
vous devez, selon vos revenus, pouvoir louer pour 5 à 7 euros du mètre carré. Quand vous êtes sur le marché libre, dans les métropoles denses, vous êtes à 25-30 euros du mètre carré. Il n'y a pas d'offre autour de 15 euros le mètre carré. Donc il faut construire massivement dans les zones denses sur le logement intermédiaire. Et là, ça va dans le bon sens que proposent les mesures. On va les Oui, alors, non, on va mais les ça va dans le lister, bon sens. Mais là, c'est totalement minuscule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution là-dedans. Qu'est-ce qui est nouveau qui n'a jamais été fait? Parce que, encore une fois, des abattements pour libérer du foncier, ça a déjà existé, ce genre de choses. Oui, ça a déjà existé. Bah oui. Mais sous Manuel Valls, ça existe. Non, ce qui est véritablement nouveau, mais que peut-être Mathieu va contester, c'est la compréhension qu'il faut construire en zone dense et qu'il faut arrêter. Le recentrage du Pinel et Voilà. du prêt au zéro. Enfin, là, vous n'êtes pas d'accord? Non, enfin, en partie, si, si, non, mais si, bien sûr. Il y a une partie sur le diagnostic que je partage, c'est qu'on a un problème dans les zones tendues. Et donc, il faut effectivement un choc d'offres et d'offres de logement. C'est comment, après, on arrive à ce résultat-là. Donc, c'est un choc d'offres, mais qui n'est pas une révolution. Et surtout, c'est un mini choc d'offres. Voilà. Et nous souhaitons un gros choc d'offres. Il faut savoir pourquoi on a un problème d'offres de logement dans les zones tendues. Alors, on peut discuter du recentrage, du prêt à taux zéro, enfin effectivement, qui peut poser quand même un certain nombre de questions. Qui est assez logique quand même. Assez logique, mais qui pose la question. Oui, mais il y a quand même un problème d'inégalité des territoires, enfin un certain nombre de choses qu'on peut développer, mais il n'y a pas une révolution sur la fiscalité liée au foncier notamment. C'est-à-dire que là, on aura des abattements un peu exceptionnels, ça a déjà été fait. Pendant 3 ans. Abattement pendant 3 ans jusqu'à 100%. Effectivement, aujourd'hui, la fiscalité est faite de telle façon que ça incite à détenir longtemps du foncier. Il y a eu des abattements sous Manuel Valls. Oui, qui n'ont pas fonctionné. Donc, pourquoi ça marche aujourd'hui? Pourquoi ça marche aujourd'hui? C'est une question. Après, je voudrais revenir quand même sur quelque chose. Ça va beaucoup plus loin, les abattements. Ça va quand même un peu plus loin, mais ce n'est pas non plus une révolution de ce côté-là. Il y a toute la question des droits de mutation. Abattement, pardon, entre 70 et 100%, on peut difficilement aller plus loin. Oui, mais c'est sur une durée limitée. C'est pas une réforme fiscale qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'au risque d'avoir une liquidation des plus-values pour bénéficier de ça, et c'est plus spéculatif qu'autre chose. C'est-à-dire que dans la durée, c'est de savoir pourquoi, quand on a du foncier, on doit le détenir longtemps pour avoir des impôts qui sont diminués sur votre plus-value. La question, si vous voulez créer de la mobilité ou de la construction libérée du foncier, il faudrait faire plutôt l'inverse. Après, juste parce que je n'étais pas d'accord sur l'histoire des aides au logement, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les aides au logement, les aides à la personne, donc les fameuses APL, c'est 18 milliards. C'est 0,8 points de PIB et c'est le même montant depuis 1996. Et à titre de comparaison, il faut savoir que la Finlande, c'est à peu près les mêmes montants. Le Royaume-Uni sont à 1,3% de PIB, donc il y en a plus. Il n'y a que l'Allemagne qui est en dessous, mais parce qu'il y a beaucoup moins de zones tendues. Et ce que je voulais dire, et ce qui est important, c'est pour ça qu'il faut quand même recentrer aussi le débat là-dessus, c'est que 90% de ces aides bénéficient à des personnes qui ont moins de 1 300 € de niveau de vie. Donc la question qui va se poser aussi dans l'ibérisation foncière et du choc d'offres, c'est qu'à court terme, ce qui va quand même se produire, c'est la question du logement social va quand même se produire. C'est-à-dire que mais pour ces gens-là, ils ne verront pas la différence, puisque ce sont les bailleurs sociaux qui vont absorber cette baisse. Mais sauf que donc, dans l'offre de logement, comment on intègre le fait que les capacités d'investissement sont diminuées? Et puis, dans l'emparc privé, en quoi, effectivement, ça va résorber le problème de l'offre dans les zones tendues. Donc, je pense qu'il y a un décalage temporel et surtout, dans les mesures de fonds ne sont pas à la hauteur, à mon avis, de ce qu'on aurait pu attendre. Et surtout, c'est une façon aussi de masquer la question budgétaire. Si on veut vraiment mettre les pieds dans le plat sur le mouvement HLM et ESH, c'est-à-dire les mouvements constructeurs et gestionnaires des logements sociaux, il y a aussi des choses absolument incroyables. Hein. Il y a des directeurs d'offices publics d'HLM ou d'entreprises sociales de construction qui sont à des salaires de 300 000, 400 000 € par an. Bon, c'est pas ça qui fait 18 milliards d'euros de dépenses. Non, mais à un moment donné, j'ai vu qu'un certain nombre d'entre eux avaient des réactions extrêmement sévères sur les annonces qui sont faites par le gouvernement, que je ne soutiens pas par ailleurs, donc j'essaye de regarder ce que fait le gouvernement de façon objective. Il y a un vrai besoin de restructurer le mouvement HLM. Entre les offices publics d'HLM, je pense qu'il y en a de l'ordre de 200. Faut-il diviser par 2 le nombre? Faut-il restructurer ce mouvement? Personne n'en parle. Hein, donc, une fois de plus, on se plaint.
Mais si on regarde aussi sur... c'est vrai qu'on dépense effectivement 18 milliards sur les aides personnalisées au logement, mais il est exact que dans les 10 dernières années, il y a eu un lien entre ces aides, notamment les aides qui ont été données aux étudiants, et les loyers qui ont été demandés par les bailleurs pour les logements pour les étudiants notamment. C'est-à-dire en gros, c'est les propriétaires qui encaissaient les aides qu'on donnait aux personnes. Donc c'est pour cela qu'il y a une vraie réflexion globale à mener. Faut-il aider les personnes ou faut-il construire davantage? C'est ça le point absolument crucial. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une révolution, parce que Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Pardon, je pose la question différemment. Ce qu'il aurait fallu faire pour vraiment que ce soit un Big Bang, une révolution. Voilà, si vous voulez un Big Bang, hein, vous avez, mettons entre les ESH et les offices publics d'HLM, mettons 300 acteurs. Je pense que 100 acteurs suffiraient largement. Pour rationaliser ça. D'une part. Et d'autre part, je leur donne une deuxième mission fondamentale. À côté du logement social, je leur donne une mission nouvelle, quelque chose qui n'a jamais été fait en France depuis 100 ans et qui n'a pas été fait depuis la Libération, c'est de lancer un véritable mouvement de logement intermédiaire. Pourquoi d'ailleurs ça n'a pas été fait, mais on n'a pas compris que depuis 20 ans le monde avait changé, c'est que dans l'ancien monde d'avant 20 ans, disons jusqu'à la fin des années 90, l'industrie était assez répartie sur l'ensemble du territoire. Il n'y avait pas de villes qui disparaissaient ou qui s'appauvrissaient comme on le constate dans les provinces françaises. Donc il n'y avait pas ce problème de concentration dans les métropoles. Mais il se trouve que par ailleurs, il y a un mouvement mondial de métropolisation de la croissance. Bon, il faut l'accompagner intelligemment, il ne faut pas laisser mourir les petites villes. Donc c'est une nouvelle façon de penser l'urbanisme au plan national. Il faut s'appuyer sur des métropoles puissantes sur l'ensemble du territoire en créant des réseaux avec les villes moyennes pour qu'elles bénéficient de ce mouvement. Donc là, il n'y a pas de révolution, il n'y a rien de tel qui a été annoncé par Mézard, il n'y a rien de tel qui a été annoncé par Philippe. Donc il n'y a pas de vision globale de la restructuration du logement, de l'habitat et de l'urbanisme en France dans le monde qui a été totalement transformé au cours des 30 dernières années par la troisième révolution industrielle et par la métropolisation de la croissance. Un vrai choc d'offres, ça aurait ressemblé à quoi avec des vraies mesures révolutionnaires? Alors, d'abord, ça prend du temps, un choc d'offres, mais je pense, moi, que la fiscalité est primordiale, hein, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir… Incitative ou punitive? Justement, plutôt incitative, dans le sens où on a intérêt plutôt à créer l'offre et la libérer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Donc, justement, sur la question de la fiscalité, et d'avoir une fiscalité qui soit plutôt inversement à la durée de détention du foncier. Ça permettrait de libérer. Il y a la question des droits de mutation qui sont différentes selon effectivement les collectivités locales. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, plus globalement, effectivement, on reparle de la question du logement social. À qui est destiné le logement social? Mais effectivement, faire des économies budgétaires là-dessus, je pense que c'est une erreur. Éventuellement, rediscuter… Parce que ça fragilise les offices HLM derrière. Ça fragilise, ça participe à la politique d'offre de logement, bien sûr. Ils sont bien gérés, ces offices après, HLM. mais voilà, alors, ça, c'est une autre question, mais très clairement, quand on fait 1,6 milliard d'économies, je ne suis pas sûr que ce soit juste sur les problèmes de gestion que ça va peser. Ça sera dans la capacité. Et puis, le dernier point, il y a une réflexion qu'il faut mener, mais alors, vous l'avez soulevé, qui est sur la question d'un aménagement du territoire global. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à une hyper-densification de certaines métropoles où on a un vrai problème de foncier, et on a effectivement des zones à côté, des zones qui sont désertées, des zones rurales, effectivement on n'a plus d'activité, et donc on arrive à cette métropolisation qu'on retrouve dans les grandes métropoles mondiales, avec des prix du logement qui sont très chers. Donc il faut repenser aussi les modèles, mais c'est vrai que dans le concept de mondialisation tel qu'on le connaît, c'est extrêmement difficile de résister à ce mouvement-là. Alors pardon, juste une seconde, c'est important, juste à très court terme, encore une fois, le gouvernement a fait le choix de faire baisser les loyers dans le secteur des HLM. Il aurait pu le faire aussi dans le parc immobilier, là où c'était tendu, en bloquant, je ne sais pas, les APL quand les loyers sont trop prohibitifs. Ça a été écarté. Heureusement, vous me dites, ou malheureusement? Alors, la difficulté du parc libre, c'est qu'il est d'une hétérogénéité totale. Il y a vraiment des choses monstrueuses qui sont louées. Mais quand on loue au-delà de temps du mètre carré, dans ces cas-là, les appels… c'est déjà ce qui a été mis en place par le précédent gouvernement dans les grandes villes, Paris, Lille, et c'est en train de se généraliser. Loyer, ça.
Oui, mais c'est dans la philosophie de ce que vous évoquez. Donc, dans ces villes denses... Alors, sur la métropolisation, il y a quand même un point fondamental. La métropolisation n'est pas en soi une mauvaise chose. Parce que si on veut aller dans la croissance durable, on sait qu'on ne peut pas faire de croissance durable autrement que dans un contexte où on construit des villes denses qui s'appuient sur des systèmes de transport en commun. Il n'y a pas d'autre manière de faire de la croissance durable. Et donc, d'une certaine façon, même si ça choque, parce que, si vous voulez, alors il y a un truc en amont qu'il faut dire aussi. Le rêve français, c'est d'avoir sa petite maison à la campagne. Bon, c'est très joli, c'est très mignon, hein, mais du point de vue de la croissance durable, c'est un désastre absolu. Voilà. Vous avez des gens qui ont à Périgueux, qui habitent à 10 km du centre avec 3 bagnoles dans tous les sens. C'est un désastre absolu en termes de croissance durable. Donc le gouvernement, pour la première fois, prend des mesures qui ne favorisent pas l'éparpillement urbain. Bon, ça va à l'encontre de l'imaginaire français, mais ce n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu. Et après, on manque de temps, je vous laisse on parle des maires. Rien n'était fait pour éventuellement dire aux maires arrêtez de freiner quand il s'agit d'octroyer des permis. Oui. L'arme atomique n'a pas été utilisée. Il y a quand même deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'hypermétropolisation et après, il y a des modèles, par exemple, comme le modèle allemand, où on a des grandes villes, mais qui sont mieux réparties sur le territoire. Et donc, on n'a pas les mêmes problématiques là. Mais là, je suis d'accord avec vous sur ce point. Ce qui ne veut pas dire qu'on va vivre. Pousser Toulouse, Lyon, Nantes, il y a quand même besoin Bordeaux, aussi d'une forme de décentralisation. Ce qui ne veut pas dire la métropolisation, c'est pas tout à Paris. Ça, c'est très important dans les histoires du logement. Et le deuxième point, et qui est un peu, pour moi, paradoxal, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement ne va pas dans le sens de plus d'encadrement des loyers. Et en même temps, il demande aux bailleurs, les bailleurs privés, de façon spontanée, de baisser les loyers. Donc, quelque part, il y a c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est de dire, s'ils croient vraiment au marché que les APL sont inflationnistes, le fait de les baisser devrait mécaniquement faire baisser. Sauf qu'il y a un appel, et on sait très bien que ça ne fera pas baisser les loyers, et donc, si on veut avoir les deux choses, c'est-à-dire que dire, à ce moment-là, il faut aussi plus d'encadrement des loyers, comme vous l'aviez souligné. Avant de se quitter, juste un petit mot sur les maires. Encore une fois, rien n'est prévu pour empêcher les maires récalcitrants qui versent dans le malthusianisme immobilier, de s'arrêter. On disait, on aurait pu très bien retirer l'octroi de ce permis aux maires et le donner. Alors il faut savoir qu'historiquement, c'était les préfets qui donnaient les permis de construire. Alors redonner aux préfets, ou redonner, je ne sais pas, d'autres une communauté de communes. Alors, il faut faire les deux. En fait, mais il n'y a rien, en l'occurrence, il n'y a rien là. Oui, mais on est d'accord, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas une révolution. Mais si on revient à la métropolisation. Et on finit là-dessus. Oui, par le mouvement qui a été lancé par les lois Chevènement, vous avez aujourd'hui 36 000 communes en France qui se rattachent à 1300 intercommunalités. Il est évident qu'il faut passer les permis de construire au niveau des intercos. Et que d'ailleurs, il faut aller jusqu'au bout et faire l'élection au niveau des intercommunalités. Les communes restant des subdivisions des intercommunalités. À ce moment-là, vous aurez la possibilité d'avoir des plans d'urbanisme au niveau de ces intercommunalités qui seront cohérents avec la transformation dont on a besoin. Mais je voudrais quand même rejoindre Mathieu sur un point. Si on veut, c'est la concurrence dans le marché libre qui va gêner les propriétaires qui souvent demandent des loyers scandaleux pour des choses ignobles. Et donc là, c'est le mouvement de reconstruction de logements intermédiaires qui permettra de contrer les politiques inacceptables de bailleurs qui étranglent les locataires. Donc à la question, et on finit là-dessus, va-t-on enfin construire plus et moins cher en France ? La réponse est non, à vous écouter. En tout cas, pas assez. Disons qu'on a fait 3% dans la bonne direction. Moi, je dis la réponse est non. Et on a fait 3% dans la bonne direction. Voilà. Alors, donc, ça veut dire qu'il reste 97% à faire. Voilà. donc on y va, pas de fourmis. On n'a pas fait la révolution. Voilà. En tout cas, je voulais en parler avec vous aujourd'hui dans le grand débat sur Boursorama. Merci à tous les deux. Donc, Christian Saint-Etienne, économiste, et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci.